Bonjour à tous, vous écoutez la Balado légendaire, cette émission de balado-diffusion. Hey, j'aime ça dire ça, ce mot-là. Balado-diffusion. Où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion. Ici Maxime Tremblay, votre animateur pour cette émission. Avec moi, Anthony Gravel et Kevin Cormier. Salut les boys! Salut! Oui, Salut! Ça va bien de votre côté? Anthony, commence donc. Je connais-vous pas, hein? Ah, ok. Ben oui, ça va très bien, merci. Un beau week-end. J'ai eu la chance d'essayer Splatoon en fin de semaine avec l'espèce de global test qu'il faisait. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a essayé ici? Pas encore, malheureusement. Levez la main! Non, j'ai Ben, pas eu le temps de l'essayer pour l'horaire. C'était assez difficile, compte tenu que c'était un horaire qui convenait beaucoup mieux aux heures du Pacifique. Puis ici, j'ai besoin de tout mon sommeil, donc je me suis couché très tôt ce week-end. Ouais, je comprends ça. Mais c'était, honnêtement, c'est une belle expérience. J'ai aimé ça. Je trouvais que c'était un petit peu difficile au début de s'adapter au contrôle parce qu'il utilise beaucoup le gyroscope du gamepad pour se diriger. Okay. Donc ça, c'était quand même un petit peu complexe, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est sûr qu'il manque le chat. J'avoue que ça, c'est quand même difficile quand tu peux pas parler. Ouais, un chat vocal, il manque ça pour parler avec tes amis. Mais quand même, honnêtement, j'ai vraiment accroché. L'heure que j'ai joué, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et puis, sinon, ça va être mon test ce soir. Je vais parler de Xenoblade Chronicles 3D, que vraiment je joue depuis un mois, puis j'aime vraiment beaucoup. Je t'ai préparé une petite section vidéo juste pour toi, comme j'ai fait dans les dernières semaines, quand on faisait une critique vraiment de un jeu. amour. T'es vraiment gentil, merci. Bromance. Bromance. Toi, Kevin, de ton côté, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Absolument rien! Non, à vrai dire, pour ma part, cette semaine, ça a été très tranquille. Oui. Disons qu'au niveau professionnel, il y a eu beaucoup de changements. Donc, ça a pris pas mal tout de mon temps. Mais sinon, j'ai pu continuer un petit peu ma partie de Majora's Mask sur 3DS. Mais sinon, j'ai plutôt regardé la télévision, puis je vais avoir quelque chose d'intéressant pour vous, sans doute. Ah, cool. J'ai hâte que tu nous jases de ça. Écoute, puis moi, c'est super simple. J'ai recommencé à jouer à Call of Duty en ligne parce que j'avais le goût juste de jouer à quelque chose de pas compliqué. Fait que ça, quand ça vide l'esprit, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait faire une petite découverte que je vais vous parler tout à l'heure dans les actualités. C'est un truc que j'avais publié la semaine dernière, mais je trouve ça important d'y revenir parce que c'est une nouveauté qui est très intéressante. J'ai joué beaucoup avec la Surface 3, pas la Surface Pro 3, la Microsoft Surface 3, nouvel appareil que j'ai décidé d'acheter. Et j'ai fait des streams la semaine dernière de PT. Avec moi tout seul, où est-ce que je crie « Ah! » puis que je renvoie le jeu promener complètement. Et j'ai recommencé ça aussi avec ma conjointe aussi, qui on a joué, puis on a pleuré ensemble, puis on a ri, puis... mais c'était le fun. Fait qu'on a eu bien du plaisir. C'est drôle à regarder aussi. C'était drôle à regarder apparemment. Les gens, les membres or ont bien apprécié, en tout cas, ça c'est évident. Anthony, j'aimerais qu'on commence tout de suite, sans plus attendre, avec ta critique de Xenoblade Chronicles 3D. C'est un nouveau jeu. En fait, c'est pas un nouveau jeu. C'est une réédition du jeu Xenoblade Chronicles qui était paru sur Wii en 2012. Et c'est extraordinaire. C'est exclusif à la New 3DS, mais c'est extraordinaire. Ah oui, cette aventure-là est vraiment épique puis fantastique. Mais toi, Max, est-ce que tu l'avais trouvé beau la première fois que tu avais joué sur la Wii? Comment est-ce que je pourrais t'expliquer? Ce que j'avais dit dans ma critique exactement, c'est si je regarde la beauté du point de vue des qualités du graphisme comme tel, non, c'est pas un jeu qui était beau. Quand tu regardes la beauté du jeu au-delà des qualités du graphisme, soit les qualités artistiques au niveau du design des personnages, du design de l'environnement et de l'atmosphère qui est créée, sur ce point de vue-là, c'est vraiment magnifique. Donc, tout dépendamment avec quel œil que vous regardez ce jeu-là, mais moi, c'est un jeu que j'avais trouvé magnifique pour ses qualités artistiques, justement, et en passant par-dessus les qualités techniques. Ouais, ben écoute, je te dirais que ce jeu-là profite quand même d'un écran un peu plus petit parce que le fait que, mettons, je me serais vu jouer à un jeu avec une résolution comme celle-là sur ma grande télé 52 pouces, c'est sûr on verrait plus la pixelisation que sur un petit écran, un plus petit écran comme celui de la New 3DS. Ouais. Donc,
de ce côté-là, c'est quand même bien. Les images sont un peu plus grises. C'est un petit peu moins joli, mais quand même, on sent quand même à quel point cet univers-là est immense, puis vraiment grandiose. Et puis, étonnamment, il n'y a jamais tant de chargement sur cette version-là, sur cette version sur 3DS. C'est vraiment impressionnant. Je doute, il n'y a aucun délai. C'était le cas sur la version Wii, il n'y avait pas de chargement. On peut se promener dans l'univers ouvert complètement, tout le temps, puis il n'y a jamais de chargement. Il y a des chargements, exemple, si tu entrais dans une caverne ou quelque chose, mais c'était très, très rapide. C'est vraiment bien fait, une belle optimisation pour ça. Exact, fait que c'est très miné, mais dans l'ensemble, c'est vraiment... ça a été un maudit beau voyage épique, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'avait fait penser à Final Fantasy Crisis Core, le 7, qui était sur PSP. À cause des systèmes de combat qui sont très interactifs, tu as comme une sélection d'environ 8 mouvements que tu peux faire, 8 habilités que tu peux faire par personnage. Et puis, évidemment, tu contrôles seulement un personnage à la fois, mais j'ai trouvé que ça te permet d'avoir des combats plus interactifs puis que le rythme était plus intéressant que des combats. Tu sais, parce que si on dit que c'est des jeux de combat en temps réel versus un jeu au tour à tour. Puis c'est ça qui faisait que le rythme il était bon. Même si le jeu est super long, tu as toujours l'impression de progresser quand même assez rapidement. Tu as toujours des façons d'améliorer tes personnages, soit avec les arts qui apprennent, c'est ça qu'ils appellent le nom de leurs habilités, ou que ce soit avec les affinités des personnages qui se développent, puis qui se donnent des belles petites scènes entre eux de bonnie quand tu maximises vraiment leur affinité. Le seul problème, j'ai pas aimé beaucoup les quêtes secondaires. Je sais pas si tu avais la même opinion, mais j'ai trouvé qu'il apportait pas beaucoup de plus au jeu. J'aurais aimé ça qui donne une petite histoire comme secondaire en bonnie on dirait que ça a été forcé dans le jeu comme pour dire mais regarde, on a tout ça de quête secondaire en plus de la quête principale, tu sais. Oui, souvent au niveau des quêtes secondaires, on a un personnage qui va nous dire il y a tel type d'ennemi qui est en train d'effrayer le village, donc il faut aller simplement aller en tuer tant de telle sorte, tant de telle sorte. Un autre quête, ça va être j'ai perdu ma bague de mariage, tu peux-tu aller la retrouver s'il te plaît? Puis un truc qui m'avait... Puis la réparer après. Puis la réparer, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est des trucs un peu puérils. On sent qu'on veut juste nous faire explorer le monde. Puis moi, ce qui m'avait tanné, puis ça m'a frappé quand j'ai recommencé à jouer récemment. C'est que au niveau des quêtes, même au niveau des quêtes secondaires, on n'a aucun marqueur sur la carte pour lui dire, exemple, telle quête est à telle place, telle quête est à telle place. Oui, exact. C'est un truc qui a été apporté dans World of Warcraft récemment, puis je trouve ça très cool, le fait que t'es pas obligé de tout le temps aller relire ta quête exactement pour essayer de retrouver l'espace. Tu sais, c'est le fun. Quand tu regardes sur ta carte, tu dis, mettons, tu as une région approximative, là, tu as des chiffres, des pastilles. C'est juste pour la planification de tes mouvements. Quand tu vas pour faire tes quêtes secondaires, c'est plus facile. Tu n'es pas obligé de donner l'emplacement exact, mais juste de donner la région directement sur la carte avec des pastilles, avec les chiffres. Ça serait une addition intéressante. Ouais, on dirait que je suis comme parti avec le plaisir de toutes les faire, puis à un moment donné, je trouvais ça un peu inutile puis un peu décevant, puis souvent ça me faisait retourner en arrière, puis j'avais pas nécessairement le goût parce que j'ai vraiment embarqué dans l'histoire. L'histoire est vraiment grandiose là, comme tous les peuples sont mélangés dans cette guerre-là qui dure depuis des années, espèce de combat de titans qui a eu lieu il y a plusieurs centaines de milliers d'années, qui a donné naissance à ce monde-là. J'adore le style, tu sais, un peu science-fiction futuriste que ce jeu a. C'est sûr que Shulk, je trouve qu'il est un peu... il manque d'émotion un peu. Il est vraiment très plate, je trouve, comme personnage. Ouais, je trouve qu'il est très émotif, justement, au contraire. Parce qu'il y a des moments il pourrait être fâché ou il voit comme dans le futur, mais il est toujours dans sa tête, puis tu le vois qu'il réfléchit beaucoup, mais tu le sens pas émettre beaucoup d'émotions, tu sais. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sens qu'il est affecté par qu'est-ce qui se passe, mais on dirait qu'il manque un petit peu de... Ouais, exact, c'est ça. Il est un peu introverti, mais quand même, honnêtement, cet univers-là est vraiment magique. J'ai eu beaucoup de plaisir. Les personnages sont tous vraiment le fun. Tout le système de combat, pour moi, comme je disais, ça a été le fun. J'aime ça rythmé comme ça. Je préfère ça aux anciens modèles. Je trouve que ça mieux vieillit. Le genre vieillit mieux ainsi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il vaut la peine sur New 3DS pour quelqu'un qui a joué à la version Wii?
Je sais pas. Moi, je dirais que j'ai toujours aimé mieux avoir des jeux de cette longueur-là puis de cette ampleur-là sur un portable parce que je peux l'avoir tout le temps avec moi. Ouais. J'ai l'impression que je peux progresser plus rapidement. Puis, tu sais, un peu quand ça me tente parce que c'est pas nécessairement le jeu que tu vas jouer comme d'un bout à l'autre. Tu vas peut-être arrêter une couple de semaines puis recommencer plus tard parce que c'est quand même un jeu qui est de longue haleine. Donc, moi, l'attrait, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment le fait que tu as un jeu méga comme ça, c'est vraiment incroyable que tu as ça dans ta poche maintenant sur 3DS, là, c'est vraiment fantastique. D'avoir rentré ça dans la cartouche, c'est complètement fou. Ah ouais, puis tu sais, je me dis peut-être qu'il y aura d'autres ports de Wii qui vont s'amener. Les autres choses qu'ils ont amené pour cette version-là, ils ont amené des modèles, des espèces de modèles animés que tu peux avoir des personnages en version virtuelle dans le jeu. Alors, en ayant en ramassant des tokens, des sous, soit en promenant avec ta 3DS puis en échangeant les sous que tu ramasses, je pense qu'ils appellent les Play Coins, quelque chose comme ça. Là, tu peux débarrer de ces personnages animés-là, mais ça donne pas grand-chose de plus. L'amiibo de Shulk aussi te permet de débarrer de ces personnages animés-là. C'est plus comme une section collection, comme les trophées dans Smash. Et puis, il y a aussi le personnage de Shulk, quand tu l'utilises, l'amiibo. Tu peux faire ça une fois par jour. Tu peux soit débarrer des chansons, parce que la trame sonore est comme incroyable de ce côté-là. Elle est vraiment solide, la trame sonore de Xenoblade. Oui, puis elle est plus grande que nature. Hein. Oui, tout à fait. Puis ceux qui écoutent l'épée légendaire, la balado légendaire depuis un certain temps, vous rappelez sans doute qu'il y a été une certaine époque où on utilisait des jingles qui étaient tirés directement du jeu de Xenoblade Chronicles. Je pense que c'était d'ailleurs les jingles qu'on utilisait, Anthony, au moment où est-ce que tu as commencé avec nous. Oui, exact. Ces chansons-là sont vraiment fantastiques. Puis c'est un des rares jeux que j'ai mis mes écouteurs quand je jouais. Puis j'aimais ça, juste écouter la musique puis me promener dans les espèces de plaines incroyables. Puis tous les environnements changent à chaque fois. Il y a pas deux environnements qui sont pareils. Et puis la quête de Shulk qui est vraiment tu sais, elle a vraiment capté mon attention. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec son épée mystérieuse, la Monado. Puis en même temps, je sens que ce jeu-là est vraiment, vraiment épique. Là. C'est vraiment, c'est très satisfaisant de jouer à ce jeu-là pendant le dernier mois. C'est épique, c'est profond. Il y a beaucoup de profondeur dans la jouabilité aussi, puis dans tout ce qu'on peut faire à côté. Puis ce que j'apprécie particulièrement, c'est justement le système de combat qui est très actif, qui fait pas japonais du tout. Hein. Ça me rappelait plutôt un espèce de mix entre Dragon Age sur console et World of Warcraft, justement. Où est-ce qu'on active... ça ressemble un peu à ce que tu vois dans, mettons, Final Fantasy XIII, que c'est plus rapide, ou dans celui que je parlais, Final Fantasy VII, Crisis Core sur PSP, c'est vraiment plus interactif, puis t'es plus dans le rythme, puis tu peux pas t'endormir pendant le combat, là, il faut tout le temps que tu sois alerte, puis que tu joues, que tu suives qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça, exact, et je trouve ça, moi, j'ai vraiment apprécié énormément ces segments-là, cette jouabilité-là. Puis c'est pas juste de choisir les bonnes attaques au bon moment, c'est qu'aussi on peut varier la position qu'on a par rapport à l'ennemi. Donc certaines attaques vont être plus puissantes si on fait nos attaques derrière l'ennemi ou sur son côté, versus que si on la fait devant pour la même attaque. Pour la même attaque spéciale. Donc ça, c'est le positionnement aussi est important, ce qui fait que vous passez votre temps à courir autour de l'ennemi, puis à utiliser certaines capacités d'autres personnages pour exemple, pour que lui serve de tank, puis que vous, avec un autre personnage, vous allez taper de côté, ce qui est très cool aussi. D'ailleurs, en combat, vous contrôlez un seul personnage à la fois, les autres sont contrôlés par des bots, mais entre les combats, vous pouvez choisir quel est le personnage principal du team. Fait que si vous êtes plus à l'aise à jouer avec Shulk, par exemple, ou jouer avec un autre personnage, ben, vous pouvez le faire aussi. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait des bots qui étaient comme meilleurs que d'autres. Fait que c'est quand même drôle. Il y en a des personnages que je préférais jouer au profit d'autres. Ça vaut la peine de regarder les statistiques de chacun, d'améliorer les bonnes statistiques pour s'assurer qu'on a vraiment la bonne combinaison. Et puis, c'est le fun aussi qu'à peu près dans les premières heures du jeu, on a la possibilité de voir dans le futur. Alors, ça amène une autre dimension au combat. C'est que là, tu vas voir une grosse attaque qui s'en vient. Alors, tu dois anticiper ça, tu dois te préparer, tu dois avoir gardé le bon mouvement au bon moment pour parer cette attaque-là ou du moins pour la minimiser.
Donc oui, effectivement, les combats, c'est vraiment... Pour moi, c'était une grosse force du jeu. Ouais. Moi, j'avais donné une excellente note à l'époque. J'avais attribué sur la version Wii un 9.5 sur 10. J'étais très curieux et très fébrile d'avoir ta note. J'ai pas regardé du tout ce que tu as produit, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me dire. Moi, j'avais donné 9 sur 10. J'ai donné un peu moins bien à la version 3DS, mais c'est un chef-d'œuvre. Ça vaut la peine d'être joué pour ceux qui aiment le genre. C'est juste que j'aurais aimé, ce que j'ai reproché à ce jeu-là, c'est que pour cette édition-là, ils n'ont pas amené un petit extra pour ceux qui avaient déjà joué. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit quelque chose pour les fans, pour comme les encourager à y retourner, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un bon point. Un 9 sur 10 pour Xenoblade. C'est quand même une excellente note. C'est une excellente note pour Xenoblade Chronicles 3D. Kevin, est-ce que tu avais joué, toi, à Xenoblade? J'ai pas eu la chance de jouer ni sur la Wii, ni sur la New 3DS. Puis d'ailleurs, c'était justement quelque chose que j'attendais avec impatience, la critique d'Anthony, afin de savoir est-ce que ça vaut tant la peine que ça d'acheter la New 3DS pour ce jeu-là. Mais si t'as déjà joué, non. Si tu y as pas joué, je pense que oui. C'est vraiment un... Tu sais, t'en as pour comme 70, 180 heures dans ce jeu-là. Puis plus encore si tu veux vraiment tout faire qu'est-ce qu'il y a dans l'aventure. C'est un scénario épique. Puis en plus, je trouve que pour un JRPG, c'est très accessible. Les combats, on tombe quand même rapidement dedans. Puis on arrive quand même rapidement à comprendre le système. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un jeu particulièrement complexe, puis qui valait amplement la peine. C'est pas un jeu complexe, puis en plus, les mécaniques nous sont amenées progressivement. Exact, c'est ça. On a quand même assez de contenu au début pour nous tenir occupés, mais il y a beaucoup plus de contenu en termes de jouabilité qui arrive plus tard, et c'est étalé sur plusieurs heures de jeu. Donc, c'est un jeu qui se prend très bien en main pour ça. C'est amené vraiment de manière intelligente. Donc, ça, j'ai trouvé ça très cool. Ouais, voilà. Merci Anthony pour ta critique de Xenoblade Chronicles. Et là maintenant, moi je prends une pause de quelques minutes. Je vais laisser Anthony et Kevin jaser entre eux parce que je dois déplacer ma caméra pour la placer pour mon test à moi qui est, je veux faire la présentation de la Surface 3. Donc un petit instant, juste le temps que je déplace ça, puis je reviens tout de suite. Ouais, vas-y, nous on va jaser. Non, ce que je disais aussi, c'est que ce que je trouvais plate aussi, c'est qu'on sait pas c'est quoi là, la prochaine exclusivité de la New 3DS. Ça va être un autre port de la Wii. Il n'y a rien qui est annoncé actuellement. Donc, tu sais, c'est sûr que ce jeu-là est vraiment épique. Puis moi, je trouve qu'il vaut quand même la peine. Mais bon, c'est quand même un 229,99 plus un 44,99 pour ce jeu-là. Plus un investissement pour la carte mémoire, probablement. Le chargeur. Donc, ça fait quand même un gros achat. C'est le prix d'une PS4 rendu là. Jusqu'à maintenant, t'as quoi? T'as Majora's Mask, t'as Xenoblade. En dehors de ça, les autres jeux qui sont compatibles avec le fameux C-Stick valent tout simplement pas la peine. Non, mais si t'aimes, mettons, Monster Hunter 4, c'est sûr que le C-Stick, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'ai fait Majora's Mask sans problème, mais mettons des jeux comme Codename Steam commencent à valoir la peine, je trouve, d'avoir le C-Stick pour avoir fait les deux. Là, puis, je dirais que prenez pas l'habitude de vous habituer avec le New 3DS. Si vous l'avez pas en possession, ok, prenez pas l'habitude d'utiliser cette console-là. Mettons que vous allez au EB Games de temps en temps parce que vous allez vous habituer, vous allez plus vouloir retourner à l'ancienne. Fait que je pense que c'est le plus gros problème actuellement avec la console, c'est que une fois que tu l'essayes, tu peux plus débarquer. Ouais, c'est sûr que ça fait une différence quand tu as un deuxième joystick. Là. Ouais. Mais là, je me demande qu'est-ce qu'il faut annoncer d'autre au E3. C'est sûr qu'il y aura autre chose. Moi, j'ai joué aussi à Puzzle Dragon. C'est quoi Puzzle Dragon? Ouais, plus Puzzle. Attends, Puzzle plus Dragon Z. Puzzle plus Dragon Z. Super Mario Super Mario Edition. Le nom, il est comme ça. Le nom, il est ça de long. J'avais jamais entendu... Tu sais, je l'ai entendu parler parce que c'est tellement populaire au Japon, mais j'ai essayé cette série-là. J'ai essayé la démo cette semaine. C'est vraiment cool comme petit jeu. Là. Je verrais bien... Ça serait un jeu que j'aurais mis dans les lancements des jeux qui vont sortir sur plateforme mobile, là, sur comme téléphone cellulaire, puis mettons sur tablette. Parce que c'est un petit jeu qui se fait quand même bien, puis il fonctionne un peu comme des Candy Crush, puis des jeux comme ça, sauf que avec les thèmes de Mario, puis tu les vois se combattre à mesure que tu fais des combinaisons de 4, 5, 6... pièces de couleurs semblables, mais là tu vas réussir à tuer les ennemis qui sont devant toi, puis c'est comme des Koopas ou des Goombas, donc c'est quand même assez drôle là, c'est comme je l'ai pas essayé encore, mais j'ai non, je vais l'essayer. moi aussi, dès que j'ai le moment là, dès que j'ai un instant, je vais pouvoir
mettre la main là-dessus. Fait que moi, je suis prêt, les boys, à présenter la toute nouvelle Surface 3 de Microsoft. Je l'ai mis dans ma caméra ici. Je vais vous mettre ça plein écran, d'ailleurs. Webcam only, voilà. Donc, voilà la nouvelle tablette de Microsoft. Moi, pour faire un historique, ça fait déjà quelques années que j'utilise ces produits-là. J'ai toujours été un fan du concept. Parce que des concepts hybrides comme ça ici, on voit pas ça beaucoup sur le marché et c'était complètement inexistant auparavant. Donc celle-là, c'est la 3e itération. La Surface RT et la Surface 2 étaient 2 machines qui fonctionnaient sur un processeur Tegra, donc une architecture ARM qu'on dit. C'est la même architecture que sur les téléphones, ce qui fait que la tablette Surface RT et Surface 2 n'était pas compatible avec les applications Windows traditionnelles, ce qui lui conférait un avantage sur le côté, si on veut, que de ne pas être compatible avec les virus aussi. Donc pour un étudiant qui avait besoin d'une simple tablette pour faire du document Word et des choses comme ça, ainsi que quelques applications tablettes, c'était très pratique. La Surface 3, maintenant, Microsoft a eu un échec avec la Surface RT. La Surface 2 ressemble beaucoup plus, la Surface 3, à la Surface Pro 3. Donc, on a le même aspect ratio là, qui est 3:2, comme la Surface Pro 3. L'écran est plus petit. On parle de 10,8 pouces, contrairement à 12 pouces pour la Surface Pro 3. Mon modèle à moi, c'est le modèle 128 Go qui est associé avec 4 Go de mémoire vive. Il y a un modèle aussi qui est 64 Go avec 2 Go de mémoire vive seulement. Celui-là, c'est plus limité peut-être pour le multitasking, surtout si vous êtes un gros utilisateur de Google Chrome, qui est un bouffe-tout là, en termes de mémoire vive. Ça a comme pas de bon sens. Fait que... ouais, c'est mon gars, le Google Chrome. J'ai vraiment hâte de voir la nouvelle version de Microsoft Explorer. Edge. Ouais. Microsoft Edge. Edge. Moi aussi, tant qu'à show off nos surfaces. Yes, non, j'ai pas la mienne sur moi en ce moment. Et où? Fait que tout ça pour dire que cette édition-là, c'est maintenant un vrai PC aussi, comme la Surface Pro. Donc, si ça se trouve être un successeur de la Surface 2, c'est en fait beaucoup plus proche maintenant de la Surface Pro. C'est plutôt une petite sœur à la Surface Pro 3. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i7. Intel Atom X7, pas Core i7. C'est une grosse différence entre les deux. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de le voir à l'écran, mais non, c'est trop petit. C'est un Atom X7 1,6 GHz. Qui peut monter en burst mode jusqu'à 2,4 GHz, qui est quand même pas mauvais pour une tablette aussi petite que ça. J'ai jamais été un gros fan des processeurs Atom. Dans le passé, c'est pas une gamme de processeurs qui m'attirait, que j'ai toujours trouvé trop lent. Même au niveau du Asus T100, un autre appareil que j'avais testé dans les dernières années qui utilisait un processeur Atom aussi, c'était correct, mais pas assez encore. Le X7, franchement surpris. C'est une machine qui est super fluide, qui est très 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 rapide dans toutes les situations. Il n'y a aucun problème à utiliser ça. Tout fonctionne toujours bien à merveille. Là, les gens à l'écran ils peuvent voir que je suis en train de travailler dans la tablette. J'ouvre mon application Twitter préférée, j'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre, tout pop vraiment très très rapidement. Je reviens à l'accueil, je peux ouvrir un document Word tout de suite. C'est une machine qui en a beaucoup plus dans le ventre que ça peut l'en laisser paraître. Pour les besoins de tous les jours, la Surface 3 est vraiment capable de satisfaire aux besoins. C'est ça que vous devez retenir. Si vous faites du document Word, de la navigation sur le web, si vous faites aussi aller faire un tour sur YouTube une fois de temps en temps, donc pour aller visionner des vidéos en HD 1080p, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'écran, il est très beau, il est très joli, c'est un super de bel écran, une résolution 1920 par 1280. Donc, c'est un peu plus que du 1080p. En fait, c'est que le format de la Surface 3, c'est carrément 200 pixels de plus en haut. C'est exactement la même largeur que la Surface 2. Donc, elle est un petit peu plus haute. Fait que c'est 200 pixels de plus simplement, directement. C'est une tablette qui est assez mince aussi pour un PC. On parle de 8,7 mm d'épaisseur. Et puis un poids de 620 grammes. Comme pour un PC, c'est très bien. Si on fait le combo avec le clavier, donc avec le clavier, on parle de 13,7 mm parce que le clavier fait 5 mm et environ 200 grammes de plus. Donc on parle de environ 820 grammes pour le combo total. Ça fait un PC qui est très 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 léger, très facile à transporter. La tablette a aussi un port USB. Je vais essayer de le montrer à l'écran. Ok, je suis bien placé.
Un port USB 3 pleine grandeur. On a un port mini DisplayPort ici. Donc, avec un adaptateur, on peut sortir ça sur à peu près n'importe quel type de port, que ce soit DisplayPort, HDMI ou VGA aussi, c'est possible. Ici, c'est une des nouveautés, c'est le port de rechargement qui est un port USB 2. Donc, vous pouvez utiliser le même chargeur pour recharger la tablette et recharger votre téléphone aussi, ce qui est très très pratique. En contrepartie, la tablette est plus longue à recharger que la Surface 2 qui avait un port magnétique, donc plus sécuritaire si jamais vous barrez les pieds dans le fil, mais aussi qui rechargeait beaucoup plus rapidement. Donc, la Surface 2, c'était à peu près 2h20 à recharger de 0 à 100%, puis la Surface 3, on parle d'environ 3h30 si la tablette est fermée. Si vous l'utilisez en même temps, c'est encore plus long. Donc, ça, c'est dommage. Et sur le côté, on a le jack audio. À l'arrière du pied, vous ne le voyez pas parce qu'il est bien caché. On le voit un tout petit peu ici, là. C'est le port micro SD, donc la tablette a toujours un port micro SD. Et évidemment, Surface 1, il y avait un pied pour positionnement. Surface 2, 2 pieds pour le positionnement. Et Surface 3, il y a 3 pieds pour le positionnement. C'est concept. C'est vraiment concept. Donc, on n'a pas le même pied que sur la Surface Pro, qui est un pied à friction. Donc, sur la Surface Pro 3, on y va vraiment à friction, fait qu'on choisit. Oui. Mais honnêtement... Ouais, c'est ça. Mais avec les 3 positions, je me suis pas trouvé limité dans l'utilisation de la tablette. J'ai trouvé que ça allait quand même très bien. Donc, ça m'a pas posé de problème du tout. Le bouton maintenant, le bouton d'accueil est sur le côté. Pourquoi? Parce que le clavier colle au bas ici de l'écran si on veut, comme sur la Surface Pro 3, ce qui aide à raccourcir un petit peu l'utilisation sur une table ou sur les jambes et qui lui donne aussi plus de stabilité. La tablette est maintenant aussi compatible avec le stylet, qui est le même stylet que la Surface Pro 3, soit dit en passant, donc c'est exactement la même. C'est un stylet qui est en accessoire, qui est à part. D'ailleurs, tous les accessoires que je vous présente, soit le clavier, que vous voyez ici, c'est un accessoire à 160$, c'est très cher. Et le stylet qui est un accessoire aussi à 50$. Mon truc à moi, c'est d'utiliser le site web de Microsoft pour la commande. Puis, si vous êtes un étudiant, vous pouvez commander avec un 10% de rabais, ça aide beaucoup. Mais sinon, ça reste que c'est très dispendieux. Il y a des alternatives. Si vous voulez un ordinateur portable plus puissant, c'est très facile de trouver un ordinateur portable plus puissant. Mais vous n'aurez pas le côté transportable puis le côté tablette. Si vous cherchez vraiment un hybride, ça devient plus difficile de trouver un hybride qui est tout aussi performant que la Surface. En fait, qui a la même performance. Ce qu'on se rend compte, c'est en cherchant un hybride qui a exactement les mêmes performances ou légèrement plus performant, on a des prix soit inférieurs pour moins performants, à peu près pareil pour la même performance et plus élevé pour plus de performance. Donc, le prix de la Surface Pro, la Surface 3, même lorsqu'on compte le clavier, il est pas mal dans la norme, si on veut. C'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher nécessairement non plus. Il est pas mal dans la norme. J'ai fait un comparatif pour les prix dans mon article complet sur épélégendaire.com. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette critique-là, mais c'est beaucoup plus... comment est-ce que je pourrais vous expliquer? C'est très... il y a vraiment plusieurs options qui sont... qu'on peut comparer, mais à toutes les fois, on se dit, ouais, finalement, la Surface 3, c'est pas si cher que ça quand on prend le temps de l'analyser correctement. C'est ce que je voulais montrer. C'est pas un produit qui est quand même abordable. C'est cher. On parle d'un produit qui démarre à 640$ seul pour la tablette, la version 64 GB. Ou on parle de 779$ pour la version 128 GB, qui est celle-là ici, et le prix des accessoires qui sont à part si vous voulez les accessoires. Ce sont des accessoires optionnels. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce clavier-là. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel clavier Bluetooth. Si ça vous tente, ça va fonctionner. La même chose pour le stylet. Si vous n'avez pas de besoin pour le stylet, vous n'avez pas besoin de l'acheter non plus. Vous pouvez vous en tenir juste avec la tablette ou avec d'autres choses. Les questions qu'on me rapporte souvent, c'est est-ce que la tablette fonctionne avec les claviers des anciennes générations de Surface? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont juste moins bien fitter à l'écran parce que la tablette a le même format sur la largeur, mais elle est plus haute. Donc, le clavier de la Surface 2, exemple, mais il arrive juste ici, là, sous la caméra, donc il est un peu plus court. Une autre question, c'est l'autonomie. C'est 10 heures annoncées. Si on fait de la lecture vidéo en boucle pendant 10 heures, tu sais, la vidéo locale, ça va bien t'offrir 10 heures au niveau de la tablette. Moi, mon utilisation, j'en fais une utilisation plus lourde. Ça me dure environ entre 7 et 8 heures en termes pour le travail, pour toute la journée. Ce qui est suffisant pour quand même donner une autonomie de pile qui dure toute la journée pour une journée de travail.
C'est un produit que je recommande. J'aime vraiment cet hybride-là, cette nouvelle tablette-là. C'est pas abordable. C'est pas un produit qui est abordable, mais c'est un produit d'une très grande qualité et qui fonctionne vraiment bien. J'ai eu aucun bug. Et à l'habitude, j'ai vraiment le don de tout le temps tomber sur un produit que je vais frapper plein de nœuds. Et là, c'est pas arrivé avec celui-là ici. Donc, au niveau de la stabilité, c'est excellent. Puis, comme j'ai eu les anciens produits de la gamme Surface et que je connais la fiabilité de ces produits-là, c'est pas un produit que j'ai peur de recommander du tout. Donc, pour moi, c'est une recommandation. Si vous voulez plus de détails, je vous invite fortement à aller lire ma critique complète sur le site épélégendaire.com. Yeah. Voilà la gamme. C'est plus que complet, même. Oui, ben c'est un très bon article. C'est très complet. Je sais pas si vous êtes des compteurs de mots, mais je pense que c'est autour de 3300 mots, là. Donc là, c'est assez long. Pendant que vous jasez, si vous avez des questions à me poser, je vais vous répondre, mais je vais replacer ma caméra à sa place de départ. Ouais, ben il y avait des questions sur le chat. Oui, vas-y, pose-moi là, puis je vais replacer mon stock en attendant. Vas-y, je suis là. Si vous avez des questions sur le chat, c'est le temps, là. Je suis en train de replacer mes trucs, là. En fait, il y a quelqu'un qui veut savoir si le clavier est résistant à l'eau. Non, le clavier, le Surface 3 Type Cover n'est pas résistant à l'eau. Microsoft a une version de clavier qui est résistant à l'eau, qui est le Touch Cover, qui était disponible seulement pour la version 1 et la version 2 des Surfaces. À partir de la version 3, ils ont cessé la production de ça. Il y en a encore en magasin, et comme je dis, les claviers sont compatibles avec cette tablette-là. Mais c'est pas ils vont pas fitter l'écran complètement, ils vont arrêter un petit peu en haut. Ceux-là, ils sont résistants à l'eau, donc ceux-là, ils peuvent recevoir des dégâts, puis il n'y a pas de problème. Mais sinon, le clavier qui est présentement avec la Surface 3, le Type Cover avec les vraies touches, celui-là n'est pas résistant à l'eau. OK. Autre question? Y avait-tu d'autres questions? Il y a quelqu'un qui voulait savoir, en fait, si on pouvait mettre une micro SD. Oui, il y a un port micro SD à l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te poser une autre question. Jusqu'à quelle grosseur de micro SD il peut supporter? Je crois que c'est 128 GB. Je dois vérifier pour être certain. Mais c'est un port micro SD HC, là, de la norme les plus modernes. Donc, je pense que c'est des cartes 128 GB maximum, ce qui est pas mal le maximum aussi de cartes qu'on est capable de trouver sur le marché. Ouais, plus haut que ça, là, c'est pas abordable. C'est pas abordable du tout. Dans les cartes. Effectivement, c'est vrai. Non, c'est ça, mais dans les cartes micro SD abordables présentement, les 32 GB sont très abordables. On peut les trouver autour de 25-30 $. Présentement, c'est très, très abordable. Est-ce qu'on peut faire des retouches photo avec Photoshop? Oui, on peut le faire très bien. Évidemment, vous serez peut-être pas capable de charger 10 images en même temps, mais j'ai testé Photoshop sur la tablette, puis une vieille version en plus, j'ai testé Photoshop CS5. Puis je pouvais l'utiliser. Si vous avez Photoshop CC, en fait, le Creative Cloud, il y a une optimisation qui est possible pour l'utilisation du tactile et l'utilisation avec le stylet aussi. Donc, le stylet, c'est une technologie qui, maintenant, appartient à Microsoft, qui ont acheté la technologie à la compagnie récemment, qui est une technologie qui s'appelle N-Trig. C'est pas 1024 points de pression comme Wacom, mais c'est 256 niveaux de pression. Mais plusieurs artistes très connus s'en servent puis voient peu ou pas de différence. C'est notamment le cas de ceux qui dessinent Penny Arcade. Donc, au niveau de Penny Arcade, il y a le mec, j'ai oublié son nom, c'est Gabe Well, je pense. Ouais, c'est... J'oublie. Brian, puis c'est quoi déjà Gabe? Attends, j'ai oublié. En tout cas, eux utilisent une Surface Pro 3 pour dessiner Core i7. Puis avec le stylet, ça lui pose pas de problème. Il dit, c'est sûr que quand je vais dans plusieurs gros dessins, c'est plus complexe. Puis là, on sent que c'est plus difficile un peu. D'ailleurs, grâce à eux, Microsoft ont permis, parce qu'il y a une réjection, une éjection de la paume de la main automatique lorsqu'on dépose la main avec le stylet sur l'écran pour pas que la paume soit détectée. Mais les gens accrochaient le bouton d'accueil parce qu'il est sur le côté droit. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une application maintenant qui est disponible pour les surfaces pour désactiver le bouton d'accueil. Donc, si vous n'en avez pas besoin parce que vous utilisez votre tablette intensément en dessin, en Photoshop ou dans n'importe quelle autre application créative, vous pouvez désactiver le bouton d'accueil d'un simple clic. Donc, on active la touche, tout, il devient désactivé automatique et il n'y a plus de mess, il n'y a plus de trucs tannants où est-ce qu'on revient à l'accueil parce qu'on l'a accroché avec notre paume de main parce qu'on est droitier puis on écrit de la main droite. C'est vraiment un bon produit. Ben oui, ok. Cool.
Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous aviez vu d'autres questions sur le chat, les gars? Je crois non, pas. C'était ça, on les a toutes dit. Oui, d'ailleurs, je pense que je suis allé quand même assez précis dans le test. Mais n'hésitez surtout pas à aller faire un site web sur épélégendaire.com. J'ai vraiment un gros dossier. Je le dis souvent, mais c'est parce que je suis quand même content de ce dossier-là. Et ça m'a pris vraiment plusieurs heures. Donc, encouragez-nous d'aller voir cet article-là, s'il vous plaît. Parce que sinon, je ne mettrai plus autant de temps pour faire des articles aussi longs s'il n'y a pas personne qui va le lire, tout simplement. Dell XPS versus Surface, c'est deux produits complètement différents. CyberRat, c'est si tu cherches un ordinateur portable, le Dell XPS est un ordinateur portable. Donc, il va offrir vraiment un meilleur confort de travail, mais tu n'auras pas le côté vraiment ultra portable comme une... non, tu vas avoir le côté ultra portable, mais tu n'auras pas le côté tablette. Il n'existe juste pas avec le XPS. Fait que tu y vas avec le besoin. Et d'ailleurs, le Dell XPS, avec ses spécifications, se compare beaucoup plus avec la Surface Pro 3. Donc, si tu es plus pour cette configuration-là, regarde plutôt du côté de la Surface Pro 3, est beaucoup plus performante que le Atom X7 qui est dans la Surface 3. Voilà les gars, si on passait du côté de l'actualité maintenant, je crois qu'on c'est pas mal le moment où est-ce qu'on en est rendu. J'ai plein de fenêtres ouvertes. Quand je faisais la présentation, tantôt j'ouvrais des fenêtres, donc là j'ai plein de fenêtres qui sont ouvertes. Inutilement, je vais en fermer une tonne. Là. Mais, surtout avec Chrome, là, tu dois utiliser la moitié de ta... Ah non, mais j'utilise pas Chrome. C'est ça l'affaire. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Quand j'ai besoin d'un autre navigateur, j'utilise Firefox. Mais en général, sur Windows 8, en particulier avec une tablette, dernière parenthèse, là, la version moderne là, de Internet Explorer, la version tactile, il n'y en a pas de meilleure pour l'utilisation du tactile. Elle fonctionne vraiment bien. Puis comme elle n'a pas de plugin, elle est beaucoup plus rapide qu'Internet Explorer classique. Puis elle est beaucoup moins planteuse aussi. Donc la version moderne d'Internet Explorer fonctionne admirablement bien comparativement à sa contrepartie desktop. Donc, fait que c'est ça. Fait que sinon, pour les besoins, comme ce soir pour le podcast et tout, j'utilise Firefox. Fait que voilà pour la Surface 3. Gang, l'actualité, il ne reste que 9 jours pour appuyer la campagne Kickstarter du GeekFest de Montréal. C'est très important parce que je pense que la campagne a comme stagné un petit peu. Ils n'ont pas réussi à aller chercher leur montant. Je voulais qu'on revienne là-dessus pour vraiment vous rappeler, si vous aimez participer, si vous aimez visiter le GeekFest à tous les ans, puis vous voulez que ce soit un événement qui se continue, c'est important d'aller appuyer leur campagne Kickstarter. Moi, je vais essayer je vais vous copier le j'ai entendu ça, que tu allais peut-être faire un petit passage. Ben oui, on va faire un petit passage à Montréal. On va se voir à ce moment-là, Anthony. On va avoir un podcast à faire en direct. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, me semble. Oui, ça fait longtemps. On va avoir un podcast à faire en direct sur place. Ça va être pas mal cool. Puis d'ailleurs, Kevin, toi aussi, là, tu vas pouvoir venir le podcast. Si on va essayer de rassembler l'équipe le plus possible puis donner un bon show aux gens qui vont être sur place. Il va y avoir une tonne d'autres podcasteurs ainsi qu'une foule d'autres d'activités. Le GeekFest, c'est très geek, donc on va retrouver à peu près n'importe quoi qui est geek là-bas. Un nouvel opus pour Assassin's Creed va être annoncé demain, Anthony. Oui, ils ont annoncé ça, puis il y a déjà des sites comme Eurogamer puis Kotaku qui ont parlé de Assassin's Creed Syndicate, fait par Ubisoft Québec, là, selon ce que j'ai vu des publications en ligne. Là, je suis sur Eurogamer en ce moment. Il y a une des grosses nouveautés, c'est des personnages femelles, mais des personnages femmes. Alors, on sait que ça avait quand même... il y avait eu un gros tollé l'an dernier par rapport à ça. Oui, parce qu'il était non jouable. Exact. Mais on va avoir plus de détails demain, il n'y a aucun doute. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs qu'on a eues de Kotaku puis de Eurogamer. Alors, j'ai bien hâte à demain pour voir le gros dévoilement. Es-tu fan de Assassin's Creed? Je sais... j'allais dire Kevin, mais je pensais pas que tu allais continuer, je m'excuse. Excuse-moi. Non, vas-y, j'avais rien à rajouter. Je voulais demander à Kevin s'il était un grand fan d'Assassin's Creed de son côté. Je l'étais, je ne le suis plus. La raison est simple, je suis peut-être un peu perdu en termes de trame narrative. C'est-à-dire que j'ai pas joué à tous les opus, puis j'ai l'impression que si je joue pas à un et que je joue à l'autre par la suite, je suis un peu perdu. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec Black Flag. J'avais pas joué au 3. Puis quand j'avais commencé Black Flag, j'ai absolument rien compris de l'histoire. Je sais même plus où j'étais. Selon moi, ça marche par comme personnage. Mettons, t'as joué Altaïr en premier, c'est correct. Après ça, t'as joué à Ezio, il faut que tu joues au jeu d'Ezio en l'ordre. Après ça, quand tu commences à
non, j'ai oublié, c'est Edward Kenway, puis tout ce groupe-là. Là, il faut que tu joues comme la trilogie, un après l'autre, mais t'as pas besoin de jouer chaque partie une après l'autre. Tu peux jouer la première, la deuxième, puis pas avoir joué la troisième, puis faire Unity, tu sais. C'est ça que je veux dire. C'est pas... T'as quand même mettons des que ça liens marche par... Oui, il y a des liens, t'as des liens, mais ton cerveau va faire les liens en jouant d'un jeu à l'autre de toute façon, puis quand tu vas compléter les trois, tes liens vont se faire naturellement. Donc, il y a même un lien très fort entre Assassin's Creed Rogue, qui est disponible uniquement sur Xbox 360 et PS3 pour faire un pont narratif avec Assassin's Creed Unity. Mais même si t'as pas joué Rogue en premier puis que ça mène vers Unity, ben ton cerveau fait le lien pareil. Fait que c'est un peu ce que je veux dire. Anthony a parfaitement raison. C'était Connor, le troisième, là, qui était Ratatonke. Ouais, c'est ça. qui est finalement le fils de Kenway, mais Kenway le père. Donc... Kenway, le père, et Edward, c'est le grand-père, je pense. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est... Moi, j'aime beaucoup cette franchise-là. Je suis content de la voir revenir, même si les gens trouvent ça dommage que ça revienne à toutes les années. Mais ils se sont fait brûler avec Unity, puis j'ai bien l'impression qu'ils vont pas ils vont s'organiser pour pas que le jeu sorte avec les mêmes problèmes techniques 2 fois de fil. On l'espère. On le souhaite. Ouais, honnêtement, il devrait pas avoir les mêmes modifications globales qu'il avait fait. Les gros changements au niveau de l'engin qui avait été produit l'année dernière, c'est sûr que ça a peut-être amené plus de bugs. Mais là, avec une nouvelle édition, probablement qu'il y aura moins de changements global à toute l'architecture du jeu. Ouais. Puis il devrait être moins buggé, selon moi. Là, mais... Il y a Paul On sur le chat de Twitch qui nous rappelle à l'ordre pour dire que Rogue est aussi disponible sur PC via la plateforme Steam. Donc c'est vrai, j'ai oublié de le nommer, mais c'est absolument vrai. Donc voilà pour Assassin's Creed. Alors c'est ça, il y aura une grosse annonce demain apparemment, mais à date c'est que des rumeurs. Ouais, c'est ça, c'est presque, on s'entend que... Ouais, on s'entend. On a vu une petite vidéo avec un assassin, on a des petits doutes là avec ses armes dans les mains avaient l'air style peut-être steampunk londonien, alors on verra. Ouais. Les gars, avez-vous déjà joué à Goat Simulator? Non, mais ça a l'air malade. Non, mais c'est drôle. Ça a l'air un peu étrange. Et là, maintenant, il va y avoir des zombies. Donc, on va avoir un jeu qui va s'appeler Goat Z, qui va être un Goat Simulator avec des zombies. Donc, notre mouton va être rendu un mouton zombie. Puis, il va pouvoir taper dans des zombies directement. Ce qui m'a rappelé beaucoup une certaine version de Carmageddon dans le temps où est-ce qu'on pouvait fesser dans des zombies. Je pense qu'il était le 3e titre. Donc, ça m'a fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui disait c'est le seul jeu de zombies, de simulation de zombies qui est officiellement sorti, tu sais, qui est pas en version alpha ou bêta. C'est vrai. C'est vrai, tu sais. Tout à fait. C'est un mot du jeu avec des chèvres. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas un gros fan de... En fait, j'ai pas acheté Goat Simulator. Je trouve que ça a l'air juste trop épais. Mais, peut-être que je vais finir par l'acheter puis parce qu'il va tomber en spécial à un moment donné puis je vais juste rire. Le seul jeu de simulator que je joue présentement, c'est sur PS4 puis c'est Surgeon Simulator. Puis ça, on a joué en gang dans une fin de semaine de gaming que j'ai fait avec des amis récemment, puis ça marche tellement avec les chums, là, c'était parfait, c'était vraiment parfait. Prochaine nouvelle, les gars, est-ce que vous êtes des fans de Disney Infinity? Toi, Anthony, tu l'avais testé ou c'était Mélanie, hein, je pense? Ben moi, j'avais une version, j'y ai joué, mais c'est surtout Mélanie qui a joué. Oui. Moi, à chaque fois qu'on me parle de cette édition-là, c'est sûr que je compare à Skylanders, puis à chaque fois je vois qu'on peut en faire plus avec Skylanders, puis que c'est comme il y a comme trop de restrictions qu'on dit comme on peut pas faire passer un personnage d'un tableau à l'autre. Mais apparemment ils vont fixer ça. Tous les personnages de l'édition 3.0 qui s'en vient à la fin de l'année va être sous le thème de la guerre des étoiles de Star Wars. Et puis, il y aura comme 3 bundles, un qui va être pour la première trilogie, un pour la seconde, puis un dernier pour le film qui s'en vient à la fin de l'année. Gageons que ça va fonctionner, puis ça va vendre beaucoup parce que les figurines sont quand même très jolies. Le style artistique est assez fantastique. Et puis, apparemment, cette fois, tu vas pouvoir toutes les mélanger, les faire passer d'un univers à l'autre. Donc, déjà, c'est une restriction qui me dérangeait beaucoup, qui sera plus là. Puis, ce qui m'a impressionné, c'est tous les studios qui travaillaient sur cette franchise-là en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est pompé là-dedans parce que t'es rendu... Maintenant, il y a Avalanche
Square, ok, qui était le studio qui a travaillé sur les 2 anciennes éditions. Ninja Theory, qui a fait Devil May Cry puis Enslave Heavenly Sword. Studio Gobo, que je connais pas vraiment puis qui ont pas fait de titre majeur à part travailler sur les derniers Studio Infinity. Mais il y a aussi United Front Games, qui ont fait l'excellent Sleeping Dogs, donc qui avait été publié par Square Enix à l'époque. Donc, je suis vraiment surpris de l'équipe qui travaille là-dessus. C'est vraiment quand même une méchante équipe, méchant studio qui se mélange. Peut-être qu'ensemble, ils vont peut-être faire de quoi de bon. Ou trop de monde pour travailler sur un jeu, ça va peut-être être juste un gros bordel aussi. Ah, peut-être, ça se peut aussi. On sait jamais. On a vu les 2 choses arriver dans le passé, donc... Kevin, as-tu joué à ça, toi? Non, j'ai pas joué, mais c'est vrai ce qu'Anthony dit, par exemple, au niveau des figurines, elles sont vraiment belles. Elles sont très belles. Moi, les enfants m'en ont demandé juste pour jouer avec, mais je dis à 15$ la figurine, kid. On va acheter des amiibo à la place, viens-t'en. Papa va être content aussi. Papa était content aussi. Au moins, les amiibo, je peux m'en servir comme plus souvent ici avec les enfants. On joue très très souvent avec les amiibo. Donc voilà pour Disney Infinity. On a un Tony Hawk, les gars, qui a été annoncé. J'ai été vraiment surpris. Un Tony Hawk Pro Skater. C'est un Daniel Carosella qui a fait la nouvelle sur le site et il a pris une espèce de ton un peu sarcastique. Il semblait pas mal déçu du type d'annonce qu'on avait eu. Vous pensez quoi, vous, de cette annonce-là? Mais il a tout à fait raison. Je veux dire, Tony Hawk, c'est un jeu de skate pur, où est-ce qu'on fait des tricks, où est-ce qu'on fait des points, puis là, on va rajouter des power, des boosts pour attaquer, ce genre de choses-là. Des tirs de projectiles, c'est une espèce de Mario Kart sur skate. Tony Hawk version super héros, stéroïde, full powers. Je sais pas. C'est louche. Mais quand même. Mais on verra. Ça me fait penser un petit peu à un certain Guitar Hero à un moment donné qui commençait à se chercher puis qui était allé dans des univers un peu plus obscurs. Donc, du côté de Tony Hawk, ça fait un peu penser à ça. Mais les gars, ça peut être le fun quand même. Je pense qu'il faut donner la chance au jeu. Puis quand il va sortir, ça peut être un jeu de qualité très arcade où est-ce qu'on va rire puis qu'on va avoir du fun. T'sais, on est capable de vendre des Goat Simulator avec des zombies maintenant, donc ça peut être il va peut-être pas avoir un DLC avec des zombies pour Tony Hawk Pro Skater. Non, mais moi je me disais que ça allait peut-être faire comme tous les jeux d'horreur et survie qui venaient des jeux de shooter. Peut-être que ça va être Tony Hawk de shooting game. Là. Oui, tout à fait. Tu vas tirer sur Bam Margera puis. Ça se peut. On va peut-être avoir un overboard. Ah, on va peut-être avoir un overboard. Un hommage à Back to the Future, ça peut arriver. Voilà, pour Tony Hawk Pro Skater. Êtes-vous des fans de Electronic Arts? Moi, je te dirais que oui. Je suis un fan de leur franchise. Ouais, c'est souvent difficile de boycotter, même quand t'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Moi, j'étais très heureux des annonces qu'ils ont fait pour le calendrier 2015-2016. Ouais, c'est vrai. Les Need for Speed, on sait, ça revient tout le temps, c'est correct. Ça, c'est tel que tel. La grosse nouvelle pour moi, c'est enfin une fenêtre de sortie, si on veut, pour Mirror's Edge 2, que j'étais très très content. Kevin aussi, on voit que t'es content. Mais Mirror's Edge, qui est un jeu vraiment iconique pour moi, hein, c'est quelque chose que DICE avait réussi à faire qui était extraordinaire. Il était buggé le jeu aussi, il y avait quand même plusieurs bugs, mais puis il était pas très long non plus. Mais le concept du jeu puis l'univers qu'on avait créé autour de Fate, qui était le personnage principal, je trouvais ça très intéressant. Ouais. Sauf que l'histoire était un peu moyenne. Donc, du côté de DICE et de Electronic Arts, on a dit c'est correct, on fait un Mirror's Edge 2, qui est un titre, on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est un espèce de nom temporaire, hein, si on veut. Mais le jeu ne sera pas une suite. On parle que c'est vraiment une réédition. Pas une réédition, je reprends. On parle que c'est vraiment la recréation, c'est un reboot, carrément. On recommence cette franchise-là pour lui donner de meilleures assises et peut-être y aller avec une franchise si ça fonctionne maintenant. Je pense que ça peut fonctionner. Très bien, même. Il y a des bonnes chances. Ouais, moi, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai été très fan de l'univers qu'on avait créé et si on lui donne de meilleures assises comme ça, peut-être que ça va marcher. J'ai hâte de voir. Ça aurait été un très bon jeu. En fait, il y a 3 jeux que je veux voir dans ma vie. Mirror's Edge 2, The Last Guardian, j'y crois pas trop. Est-ce qu'on va le voir un jour, celui-là? C'est dur à dire. Très dur. Et l'autre, c'est Beyond Good and Evil 2. Si jamais ça peut apparaître un jour, ça aussi, ça serait une bonne chose. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Donc voilà pour les nouvelles de Electronic Arts. On avait d'autres trucs aussi là-dedans. Évidemment, on a parlé à demi-mot de Titanfall qui devrait avoir une sortie aussi en 2016, un nouveau
un nouveau jeu en 2016, mais peut-être plus même en 2017, donc il va falloir étirer notre DLC encore un tout petit peu. Ça commence maintenant plus tranquille. J'ai entendu récemment des gens dire qu'il n'y avait plus personne qui jouait à Titanfall. C'est pas vrai! Non, moi non plus. Moi, j'y joue encore. Je sais pas si vous jouez. J'ai pas vérifié sur PC, mais sur Xbox One, c'est full de monde encore qui joue à Titanfall. Ouais. C'est pas Call of Duty, il y a moins de monde, mais c'est le fun pareil, puis j'ai bien du fun encore. Donc, on joue souvent. On se fera une partie, Kevin, à un moment donné. Peut-être même faire un stream de ça. C'est le seul jeu que je suis bon en shooter, là. C'est le seul. Fait que si jamais j'ai envie de tirer des gens, je joue à ça. Destiny. Hey! C'est juste les noobs, Anthony, qui rushent à Destiny. Voyons! Ben, c'est ça. Donc, voilà. Fait que pour ça c'est Titanfall, ça s'en vient aussi. Peut-être un nouveau jeu pour Plants vs Zombies, les nouveaux Need for Speed, etc. Dernière nouvelle que j'avais pour ce soir, puis je voulais la garder pour la fin parce que ça, là, attention, exclusivité l'épée légendaire. C'est vrai, t'es big, là. Non, mais là, c'est très sérieux, là. Ce que je dis, c'est pas de niaiserie. On est probablement le premier monde à avoir rapporté cette nouvelle-là. On a rapporté mes propres vidéos sur des sites anglophones. C'est peut-être pas une grosse nouvelle tant que ça, finalement, mais c'est une fonctionnalité que Microsoft n'ont pas annoncée encore, puis sur laquelle je suis tombé complètement par hasard sur ma Xbox One. Le Game DVR, l'application qui sert à capturer des vidéos, des séquences de vidéos, pour après ça le repartager sur le réseau social, si on veut, de la Xbox qui s'appelle Upload, et aussi sur d'autres réseaux sociaux, exemple Twitter, si vous voulez le lien. Auparavant, ça capturait du 720p à 30 images par seconde, et moi, ma console a par hasard, je sais pas pourquoi, pour de vrai, j'ai capturé des vidéos à 60 images par seconde. Au début, je pensais que j'ai dit, peut-être que c'est mon œil qui me joue un tour, puis que cette vidéo-là est à 30 images par seconde aussi, donc j'ai utilisé un site web pour aller télécharger mon vidéo originale, et j'ai comparé les fichiers, et lorsqu'on regarde dans les propriétés des fichiers, il est vraiment à 60 images par seconde. Donc, je crois que la Xbox One, très bientôt, on va annoncer la fonctionnalité pour tous que le Game DVR va pouvoir enregistrer en 720p 60 images par seconde par défaut. Je le pense. Yes. Et sérieusement, c'est pas juste une question de fluidité. Ça fait que ce qu'on appelle le bitrate, la quantité d'échantillonnage, l'échantillonnage du vidéo est doublé aussi. Fait que le vidéo, exemple pour une vidéo de 30 secondes, auparavant, ça prenait environ 17-18 MB. Maintenant, c'est plutôt autour de 36 MB pour un 30 secondes. Mais la qualité du vidéo est vraiment rehaussée. Donc, c'est vraiment beaucoup plus beau visuellement que le truc à 30 images par seconde, mais aussi c'est beaucoup plus fluide. Donc des jeux comme Call of Duty justement qui tournent à 60 images par seconde, la séquence enregistrée est beaucoup plus impressionnante, surtout si vous jouez aussi bien que moi. Non, c'est pas vrai. T'as pris ta meilleure séquence, mais c'est pas toujours c'est vraiment un pur hasard en fait. C'est sûr qu'on fait pas exprès d'enregistrer des mauvaises séquences, mais j'ai enregistré une bonne séquence. Je l'ai mis sur YouTube ensuite, puis effectivement, elle s'est enregistrée à 60 images par seconde. En tout, sur ma console, il y a eu le moment où j'ai pris cette capture-là. J'ai eu deux captures, une de 3 minutes et demie environ, puis une de 30 secondes qui sont à 60. Il y a 2 jours, j'en ai pris une nouvelle. Ça, c'était là une semaine, et il y a 2 jours, j'en ai pris une nouvelle au travers de mes autres, qui est sortie aussi à 60 images par seconde. Donc, j'ai l'impression que présentement, chez Microsoft, on est en train d'ouvrir puis de fermer la switch du 30 puis 60 images par seconde pour tester la capacité des serveurs. Ensuite, on va probablement annoncer ça dans une mise à jour pour ceux que leur console est en mode preview, ce qui est mon cas présentement. Et par la suite, probablement pour tous. Donc, moi, je suppose que la fonctionnalité va être disponible pour tous dans la mise à jour de juillet. Donc là, c'est de la pure spéculation, mais le 60 images par seconde, ma console le fait pour vrai, donc je crois que ça s'en vient pour de vrai. Et vous l'aurez entendu pour de vrai à l'épée légendaire. Pour moi, c'est important parce que c'est rare qu'on tombe sur des choses comme ça. Puis même si c'est quelque chose qui n'est pas si important que ça, c'est nous autres qui va l'avoir eu en exclusivité. Puis pour qu'on soit repris sur des sites web en anglais, c'est parce que c'est big, je te le dis. Yeah. Et c'est... Ouais, et c'est... je sais... J'ai pris du poids.
C'est comme ça qu'on termine notre émission cette semaine, les gars. Ça a été super expéditif, vraiment rapide. Je pense qu'on aurait dû avoir 3 critiques. Mais on a eu du fun quand même. On a eu bien du fun, encore une fois, cette semaine. On va voir Mel, mais là, il faut encore attendre une semaine. Ben oui. C'est beaucoup plus agréable d'aller voir Thor en Bédène. Ben oui, elle avait 3 mâles alpha, mais non, elle préférait Thor en Bédène. Thor en Bédène versus 3 mâles alpha. Thor en Bédène, ok. Kevin, si les gens veulent discuter avec toi durant la prochaine semaine, où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur Twitter avec @superpouletsky. Sinon, on peut me joindre aussi sur Xbox One ou PlayStation 4 avec les informations qui sont sur le site de l'épée légendaire. Venez en jouer une petite partie avec moi là, ces temps-ci. Je ne joue pas. Alors, si vous m'invitez, peut-être que je vais me laisser tenter. On va casser le beat un peu. Merci, Kevin. Anthony, de ton côté, si les gens veulent t'envoyer du hate mail, parce qu'il y a juste ça à faire avec toi, c'est où est-ce qu'ils vont? J'en ai eu assez. C'est rendu ton tour. Je suis capable de m'avoir tes plaines, les gars. Mes 2 gigs sur Gmail sont pleins de hate mail. Imagine 2 gigs pleins. Là. Excellent. Où est-ce qu'ils vont? Son blague, le plus simple, c'est sur Twitter, à @A15. Sinon, venez me lire sur le blog Branche-toi de Best Buy, excusez-moi. J'étais habitué de travailler pour Future Shop pendant tellement longtemps. Sur le blog Branche-toi de Best Buy. Et sinon, venez nous lire sur épélégendaire.com. C'est vraiment important. Puis on a beaucoup de monde qui travaille fort sur des nouvelles tous les jours. Des gros tests comme celui de Max cette semaine. Puis enfin, j'ai fini tous mes jeux. Là. Ça fait 8 jeux en ligne que je fais sur 3DS. Je vais enfin pouvoir sauter sur le grand écran puis commencer peut-être à streamer davantage sur mes consoles de salon. C'est vrai que ça fait un certain temps que tu n'as pas fait de streaming. Mais en attendant, les gens peuvent regarder Max se faire tuer à Call of Duty puis faire une bonne séquence une fois de temps en temps qui est retweetée mondialement. De mon côté, c'est facile. Tremblay Max sur Twitter, c'est la meilleure place pour venir discuter avec moi ou venir s'ostiner avec moi. Mais si on s'ostine, pas d'animosité, moi je vous aime pareil. Donc vous pouvez continuer à venir me jaser pareil après ça, il n'y a pas de problème. C'est normal de s'ostiner une fois de temps en temps. Arrête là, Max, tu m'as dit que tu avais ta liste de monde que tu avais bloqué sur Twitter. Et sinon, c'est facile, je contrôle tous les comptes officiels de l'épée légendaire. Vous allez retrouver tout ça sur notre site web épélégendaire.com. Venez consulter, comme Anthony nous disait tantôt, nos chroniques, nos articles et nos critiques. Si vous aimez ce qu'on fait aussi, je vous invite fortement à venir faire un petit tour du côté de patreon.com/épée légendaire. Vous allez pouvoir nous donner un petit tip comme ça et qui va sortir tout doucement une fois de temps en temps de votre compte PayPal, puis ça paraîtra pas pantoute, puis nous autres, ça nous aide tellement énormément pour être capable de produire du contenu de qualité et nous encourager aussi à faire des gros textes de 3500 mots accompagnés de vidéos puis de toute la patente si vous en voulez. On va vous en donner, mais il faut nous appuyer un tout petit peu. Puis même si vous nous en donnez pas, ben on vous aime pareil. Fait qu'on va continuer pareil. Nous autres, on est newf de même. Exact. Et c'est comme ça qu'on termine, en fait, la balado légendaire pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec Mel, on l'espère. Oui. Pour une autre balado légendaire. Au revoir tout le monde. Wow. Salut.